Bonjour. Donc, je m'appelle Dorothée Adam, je suis réalisatrice et productrice d'une société de production que j'ai créée et que j'ai appelée Inua, l'âme du pôle, qui veut dire l'âme du pôle en inuit. Donc là, je clôt cette session qui s'appelle S'émerveiller. Et s'émerveiller, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé la première fois que je suis allée en Arctique. C'était en 2008. Comme sûrement de nombreuses personnes qui sont là ici, j'avais ce rêve d'enfant de partir en Arctique. Et quand j'y suis allée pour la première fois, j'ai découvert cette banquise et je me suis dit, mais c'est incroyable comme c'est entre la réalité et la fiction. Donc moi, je viens plutôt du monde documentaire. Mais quand je suis arrivée pour la première fois sur cette banquise en 2008, j'ai eu envie de dessiner. Et de dessiner un peu de la fiction pour montrer ce côté qui émeut, comme l'a très bien décrit France juste avant, c'est cette émotion que j'avais envie de transmettre. Donc depuis, j'y suis retournée plusieurs fois, dans différents cadres. Par moments, au début, c'était par le tourisme polaire que j'accompagnais. Ensuite, rapidement, j'ai été intégrée à des expéditions scientifiques pour les documenter. Et la dernière expédition, c'était l'année dernière, en 2024, en Antarctique, cette fois-ci, sur le bateau Persévérance de Jean-Louis Etienne pour une mission de sciences participatives sur le plancton. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter la manière, les différents formats que j'utilise en fait pour parler d'Arctique, vu que c'est le thème. Il existe différentes formes. Il existe du documentaire long, il existe des formats très courts. Et en fait, j'essaye de mixer un petit peu les deux, les formats pour toucher différents publics. On en a largement parlé ce matin. L'attention aujourd'hui est très courte. Donc, parfois, il vaut mieux toucher par un petit film court pour hameçonner, pour ensuite apporter plus d'informations. Donc, depuis 2008, j'ai varié les formats, leur longueur, mais aussi la forme. Je vous ai parlé tout à l'heure du dessin, de l'illustration. Et j'ai fait une sélection de films là, que je vais vous montrer qui vont de la vidéo pure jusqu'à l'animation 100%. Je vais vous montrer 10 films, mais alors c'est des films très courts parce que je tiens dans une demi-heure. Des films très courts qui font partie à chaque fois de séries. Les séries que je vais vous présenter là, il y a 5 séries. Je vais vous les montrer deux par deux. C'est des épisodes qui font entre 1 minute et 3 minutes. Si vous voulez, après, vous pourrez les retrouver. Elles sont toutes accessibles sur YouTube notamment. Donc pour commencer, j'ai fait des carnets de croquis que j'ai appelé une série que j'ai appelée Carnet du Grand Nord. L'idée était de se dire, on a tous voyagé et quand on voyage, on a souvent un petit carnet avec un dessin, un crayon, et on aime crayonner, marquer des informations, notamment quand il y a des personnes ou des conférenciers qui sont là, et voilà. Et donc, je voulais me rapprocher de ça, en fait, pour que chacun puisse s'identifier en disant « Ah bah oui, c'est exactement le genre de dessin que j'aurais pu faire dans mon carnet sur le côté. » Et donc là, les 2 épisodes que je vais vous montrer, de la série Carnet du Grand Nord, j'ai dessiné à bord d'un bateau polaire. Donc j'avais pris ma palette graphique avec le stylo et je les ai fait en direct. Donc c'est vraiment du croquis. Donc c'est parti pour les 2. Est-ce qu'il faut que j'appuie pour le lancer? Non, je fais rien. Si on peut monter le son. Alors, la moitivoire, pour les ornithologues polaires, c'est un petit peu le Graal, parce que ce sont des oiseaux qui nous paraissent un peu magiques, fantomatiques. Elle est toute blanche, sauf l'œil et les pattes qui sont sombres, et le bec qui est bleu-gris à la base, et orange, jaune ou rouge léger au bout. Comme les autres mouettes et goélands, elle va aller pêcher des petits poissons. Ici, c'est plutôt la morue arctique, et puis des invertébrés, du krill, etc. Mais elle va être aussi commensale de l'ours, c'est-à-dire qu'elle va suivre l'ours. Donc, elle est relativement dépendante de l'ours pour se nourrir, puisqu'elle va manger tout ce dont l'ours ne veut pas.
Le renard polaire, c'est un petit canidé de la même famille que le renard roux qu'on peut trouver dans les latitudes plus tempérées. Il a la particularité d'être assez petit, donc des dimensions qui vont de 60 à 85 cm pour un poids de 2 à 5 kg. On a deux phases, donc c'est-à-dire qu'on a des renards blancs qui sont blancs en hiver et bruns l'été. Et on a aussi des renards bleus qui sont beaucoup plus rares dans les îles arctiques et qui restent gris-bleu tout le long de l'année. Ensuite, le renard, c'est un animal qui, au Spitzberg, est essentiellement côtier, parce qu'en fait, son alimentation principale réside dans les colonies d'oiseaux. Donc, il va en fait au pied des colonies pour récupérer les œufs qui sont tombés, les jeunes éventuellement qui sont tombés du nid par inadvertance, ou alors des oiseaux un peu plus faibles, des oiseaux adultes un peu plus faibles, qu'il va capturer. En hiver, le renard, il va quitter ses zones d'été parce que les oiseaux migrent. Et donc, il va partir sur la banquise à la recherche d'un ours qu'il va suivre tout l'hiver pour profiter en fait des restes de proie que l'ours aura consommé. Et le renard, comme ça, peut survivre l'hiver sur la banquise grâce à l'ours. Là, carnet du Grand Nord, il en existe une dizaine. Ensuite, donc, je vous parlais des expéditions. Donc, je suis partie sur le voilier Nanook de Peter Gallinelli, que vous connaissez peut-être, et je l'ai accompagné à plusieurs reprises, notamment sur des collectes, de l'analyse de microplastiques et de PCB au Groenland et au Spitzberg. Et là, c'est intéressant parce que justement, j'ai pu tester les différentes manières de raconter. Donc, j'ai réalisé un 52 minutes sur l'expédition éponyme Polar Quest, qui était en 2018, où là, il y avait toute une expédition scientifique et ça a été diffusé sur Ushuaïa, sur TV5 Monde. Donc là, c'est une manière de toucher un public plus large, qui n'est pas forcément adepte des pôles, mais qui va voir le film. Voilà, donc c'est un film qui a eu une vie en festival. Et à côté de ça, on voulait, avec Peter Gallinelli, réussir à toucher aussi d'autres personnes, et notamment des étudiants. Donc on a fait une série de films courts, des films très courts. Donc il y en a eu beaucoup parce que je suis partie plusieurs années avec lui. Là, je vais juste vous en montrer deux sur la mission de 2020. Et j'ai choisi ces deux-là parce que là-dessus, c'était des tests aussi pour montrer que l'animation pouvait non seulement, bon, là on a vu avant, c'était plus un côté esthétique, mais pouvait servir le propos scientifique. Donc, notamment, là, il y a de la cartographie avec des photos qui sont prises, et on a utilisé l'animation pour montrer la manière dont c'était pris. Donc, il y a 5 épisodes sur cette série, et là, je vous ai mis un épisode sur la flore, et l'autre qui présente toute la série. Hi, I'm Peter Gallinelli. I'm lecturer and researcher in sustainable building design. I'm also the designer, the builder and the skipper of Nanook. Nanook is a 60-foot sailboat. She has been launched in 2014 and then sailed to the high north, where she acted as a laboratory to prove that passive and sustainable design is possible even in the coldest climates. Since then, she has been acting as a floating laboratory, accommodating researchers from all over Europe. Nanook 2020 was an expedition to the still wild, untouched and pristine coast of Blossville on the east coast of Greenland. The following videos will give you an overview of some of the scientific activities that took place during the expedition. Thank you for watching.
I'm Gianluca Casagrande. I am an associate professor of geography at the European University of Rome, Italy, and I'm also a member of the Italian Geographical Society. The vegetation research was basically oriented to establishing a protocol for non-invasively recognize and analyze information about the vegetation without taking samples, without the need of other kind of data processing. And it's meant to serve as a base for future activities in the same context on a larger scale. So we do that by collecting information, map this information incrementally, and this was a first test, and it was a good one, a successful one. The outcome is basically a publication which will be open access, that is available to the scientific community, and it will be supposed to outline the protocol for future research and also to contain all the data that were actually collected in this first experience. Alors pour continuer sur la médiation scientifique, je collabore depuis 5-6 ans avec l'Office for Climate Education qui a été créé en fait au moment de la COP21 sous égide de l'UNESCO pour apporter la science, donner accès à la science de manière facile au niveau international. Donc l'Office for Climate Education propose des mallettes pédagogiques avec plusieurs outils qui sont à chaque fois déclinés en 6 langues. Et moi, il me demande en fait de réaliser les vidéos courtes qui vont aller en classe. Et c'est très lié en fait à l'attention qui est courte dont on parlait un peu ce matin et en fait la nécessité aussi de familiariser à la science. C'est-à-dire qu'avec juste en 1 minute 30, il faut pouvoir donner envie aux élèves qui sont en classe d'aller chercher plus loin, d'avoir un peu plus d'informations. Alors c'est toujours en fait l'équilibre que j'essaye de trouver entre le côté un peu captivant, court, mais en même temps de donner suffisamment d'informations. Et j'ai conscience également que pour les scientifiques qui interviennent, il y a toujours un côté très frustrant, c'est-à-dire de devoir résumer leurs propos d'études tellement vastes en seulement 1 minute 30. Voilà, c'est un peu un tour de force, mais voilà, c'est des séries qui existent depuis, c'est la série Klim qu'on a lancée, qui en est là, sa 4e ou 5e saison, donc qui fonctionne bien dans les classes. Et en général, ça accompagne la sortie des rapports du GIEC, et les contributeurs du rapport du GIEC font cet exercice en fait de faire des vidéos très courtes avec nous. Donc là, j'en ai choisi 2 par rapport au thème qui sont sur la banquise et le pergélisol. 1 minute 30 chacune. When I was a child, desperately waiting for snowflakes, the Arctic Ocean was covered by about 15 times the size of France with sea ice. Today, there is only 8 to 10 times the size of France left. Sea ice starts forming once seawater gets below its freezing point at -2 degrees Celsius. It grows in thickness up to 2-3 meters. We find sea ice in the Arctic Ocean and also around Antarctica. The impact of climate change on sea ice is very simple. CO2 in the atmosphere warms the air, which melts the ice. For each ton of CO2 that we emit, we lose about 3 square meters of sea ice. For example, taking a plane from Paris to New York, it makes about 2.5 tons of CO2 in the atmosphere, which means about a small room of sea ice that we are losing for each passenger. At the scale of the entire mankind, we emit about 10 billion tons of CO2 each year, which means that we are losing each year about the size of Belgium. If this trend continues, we are going to lose the summer Arctic sea ice by mid-century. So to avoid the loss of Arctic sea ice, it's very simple. We should just be smart and stop putting more CO2 in the atmosphere. Quand j'étais petit, j'étais très intéressé par les volcans et une de mes idoles était Haroun Tazieff, le grand volcanologue français, et ça m'a donné envie de faire de la géologie plus tard. Le pergélisol, c'est un sol gelé en permanence et en général depuis plusieurs milliers d'années. Il peut être très épais, jusqu'à peu près 1 km de profondeur, 3 à 4 fois la hauteur de la tour Eiffel, mais surtout il recouvre une très grande zone
dans les hautes latitudes, comme en Russie, en Alaska ou au Canada. Dans des régions où il fait très froid, mais également dans les hautes montagnes. Le réchauffement climatique il est le plus important précisément là où on trouve ce pergélisol. Lorsque ce pergélisol il se réchauffe, il dégèle et la glace fond, formant des lacs en surface qui grandissent et grandissent avec le temps. Dans les régions à pergélisol, il y a des populations qui y vivent et avec le dégel de ce pergélisol, les habitations et les routes commencent à s'effondrer. Le principal problème est ce que contient le pergélisol. Il contient énormément de carbone sous forme de matière organique. Et lorsque ce pergélisol dégèle, cette matière organique est à l'air libre, les bactéries vont le dégrader et en retour relarguer des gaz à effet de serre qui sont le CO2 et le méthane, ce qui va accentuer ce réchauffement climatique. Nous avons besoin de mieux comprendre ce pergélisol, surtout de le faire connaître, parce que ce qu'il se passe en Arctique va impacter dans le futur les autres régions du globe. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'était le choix aussi pour toucher les étudiants avec ces vidéos, c'était de commencer par un côté très personnel de quand j'étais petit. Donc pour chacun, c'était de dire quelle a été votre vocation. Voilà, donc on commence tous les épisodes de cette manière-là. L'année dernière, j'ai participé au projet Beyond Epica, qui est un projet de forage en Antarctique du CNRS. Et en fait, autour de ce projet de forage, il y a 15 doctorants partout en Europe qui font leur projet de thèse. Et en fait, la demande de la communication du CNRS était d'accompagner ces doctorants pour communiquer sur leur sujet de thèse en réalisant une vidéo comme ma thèse, enfin là c'est en 3 minutes, mais des sujets courts, mais aussi de leur donner quelques clés pour faire de la communication plus tard. Parce que c'était la réflexion vraiment du CNRS de se dire, parfois les scientifiques pensent que la communication n'est pas de leur ressort ou voilà, peut ne pas être utile. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de leur donner quelques clés faciles et le goût de le faire. Donc, il y a eu un accompagnement sur 1 an avec ces doctorants. Donc, ils ont vraiment été moteurs aussi dans l'écriture du script, qui a donné lieu à 15 vidéos de 3 minutes sur leur sujet de thèse. Voilà. Et là, je vous en montre 2, dont une qui présente les autres sujets. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pourrez les voir. Tout ça est en libre accès. One of the great things about ice cores is that they record information about ancient climates. In particular, ice cores are the only archive from which we can directly obtain records of past atmospheric composition. And this is possible thanks to small bubbles which have become trapped inside the ice during the transition of snow to ice. Unlike ice cubes that we use in our drinks at home, polar ice sheets almost never form from the freezing of liquid water. Instead, they form from the building up of snowfall over thousands to millions of years. Once snowflakes fall onto the surface of an ice sheet, they begin to deform and merge with neighboring snowflakes to form grains. When the next snowfall event happens, the older snow becomes buried, and the weight of the new snow layer compresses the buried snow by forcing the air in the space between the grains to return to the surface. This buried snow is called firn and is compacted snow full of channels of air called pores. The air in the pores of polar firn is really an extension of the surface atmosphere. For example, when the snow is getting older with depth, the air in the pores is still connected to the surface and can be thought of as the same age as the surface snow and overlying atmosphere. At around 50 to 120 meters below the surface, however, the firn becomes so compacted that channels linking the pores to the atmosphere become cut off, trapping them as bubbles within the ice. These bubbles now hold a sample of the atmosphere. This process is called bubble trapping and is a complex mechanism that influences how we interpret ice core records. One of the key challenges of interpreting ice core records is that the age of the gas is always slightly younger than the age of the surrounding ice. The ice age is the number of years since the ice was at the surface of the ice sheet, while the gas age is the number of years since the gas was sealed off from the atmosphere. We are trying to improve our understanding of the entire evolution from snow to ice so that we can have the most accurately dated gas and ice records.
This is really important to improve our understanding of Earth's system, such as the relationship between carbon dioxide and temperature, and how this has changed in the past. I'm part of the Deep Ice Project because I am fascinated by the way ice sheets drive and respond to climatic changes throughout Earth's history. This ice is 20,000 years old, and it came from here in Antarctica. We're a group of 15 PhD students working in ice core science, and in this video series, we'll attempt to answer these questions. In this video, I will introduce you to the science of ice cores, and as I'm talking, links to other videos will pop up if you want to learn more about each topic. Every year, snow falls onto the Antarctic ice sheet, forming an annual layer. These layers are compressed over time by the weight of new snow above. This pushes older ice deeper and deeper. By extracting an ice column, we effectively get a cross-section of the layers. This column is called an ice core. Many of its properties depend on the climate when the snow fell. Therefore, the ice core is a climate archive, where the surface is the present and the deepest part is far in the past. The uppermost part of an ice core is called the firn. This is where the snowflakes turn into solid ice, the structure of which can be very different depending on the temperature and pressure conditions it experiences. When we look closely at the water molecules, we can see that some are lighter and some are heavier. The proportions of these can tell us about the air temperature when the ice formed. As the ice forms, bubbles of air get trapped inside. These bubbles of ancient air capture how the Earth's atmosphere has changed over time. We also find dust. This can be soil blown from other continents or ash from an erupting volcano landing on the surface snow, which became trapped in the ice. At the base of the ice sheet, debris and gases contained within give us a window into the type of ecosystems and environmental conditions that existed during the Earth's ice-free periods. With all of this information from ice cores, we can understand how the climate has changed in the past, and then use computer models to predict the climate of the future. I'm part of Deep Ice because it allows me to work with an international group of scientists trying to understand the climate. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer à travers ces séries, c'est toujours cette manière de placer le curseur en fait entre la science, la poésie, la fascination, l'information. Où voilà, j'ai tenté différents formats, toujours en me questionnant aussi sur la légitimité. Et je pense que c'est important de le mentionner, c'est que je ne suis pas scientifique, même si j'ai ce goût pour la science. Et donc du coup, je me considère plus mon métier comme un rôle de passeur des messages que les scientifiques ont à passer, en offrant voilà le meilleur, en réfléchissant sur les meilleures manières de toucher tel ou tel public. Pour terminer, ça sera un clin d'œil pour ce qui vous attend après. J'ai écrit des contes inuits qui sont inspirés de contes réels. Et là aussi, c'était un exercice un peu pédagogique parce qu'on a collaboré avec l'école des Gobelins et une section de motion design, donc plusieurs étudiants qui travaillaient en binôme en leur donnant des scénarios. Donc il y a 2 contes, un conte sur le corbeau et la chouette Arfan et un conte sur les bœufs musqués. On imposait une musique, un cadre, et eux devaient travailler pendant plusieurs mois sur un storyboard et après la mise en image. Donc ça a donné lieu à 15 films, là pour le coup, qui sont complètement en animation, inspirés de ces contes inuits, et donc ça leur a permis aussi, eux, de s'approprier ces contes. Voilà, donc je vous laisse découvrir les 2 contes, et ce sera les 2 derniers films.
Once upon a time, all birds were white. One day, the raven and the snowy owl met on some scrubland. The raven asked the snowy owl to play jacks with some seal bones. But soon, both birds got bored and went for a stroll. Whilst walking through the scrub, they found an oil lamp. The raven had the idea to draw tattoos on their plumage. Intrigued, the owl accepted. The raven started first and pulled a long feather from under his wing. He carefully painted small gray spots on the owl's wings and smaller lines on her belly and back. Thrilled with the result, the owl started to paint the raven. But the raven was bored again and could not keep still. The owl had first to keep him in place with one wing, then used her sharp tail ends so that he would not move. Busily, the owl started painting by drawing long lines on the raven's back. But the raven jumped and twisted. The beautiful lines became spirals, then blobs. The bird then escaped his companion's wing and was about to fly when the owl, furious, held up the oil lamp and poured its contents onto the raven's body. Since that day, the snowy owl has had a pattern forever marked on its plumage, and ravens are totally black. Two musk oxen were speaking to each other on top of a frosty hill. They were speaking in their own language. Two hunters were slowly approaching and heard a language they did not recognize. The two hunters discussed and agreed that if the fog came down, they might lose track of the musk oxen. So to get around this, they had the idea of teaching the musk oxen to speak man's language. The first hunter approached the oxen and jumped onto a small lump of ice. Seeing him do so, they imitated him, and they in turn jumped onto lumps of ice. The second hunter sharpened his knife inside of two animals, who then imitated the gesture by sharpening their horns on the rocks. A third hunter joined the first two, shaking himself in front of the oxen, who did the same. A thick fog descended on the hill. Once the man had established this communication with the oxen, a fourth hunter rushed in. He proclaimed to the animals with conviction, "We are small round hills. Our grass ripples in the wind. No one wants to kill hills. We are safe." The animals started to repeat the words, but before they could finish a sentence, the hunters released their dogs. With their horns, the oxen gathered the dogs. Alas, it was too late for the oxen to hide from the hunters, who killed them, one after the other, in spite of the fog. It was the first time that musk oxen spoke men's language, and it is how they were found in the fog. Quelle créativité, quoi. Hein. Je pense qu'on a essayé de tout voir pendant ces 2 jours, mais là, il y a un panel de créativité incroyable, aussi bien graphique que sonore aussi. Et ça, c'est vraiment très très fort, quoi, hein, d'avoir toute cette variété aussi pour passer des messages, quoi. C'est vraiment ce que tu recherches, hein, et on le voit très nettement, quoi. Oui, et de l'adapter à chaque fois au public, aux diffusions, c'est ça, de tester différents formats. Oui, c'est magnifique. Des questions pour Dorothée ? Question. Pas de question. On peut retrouver ton travail. Ah, Dominique. Ah bah voilà, Dominique quand même. Petite question.
une question en fait un peu large. C'est actuellement la demande, si tant est qu'elle existe, arrive surtout d'où? C'est-à-dire les sollicitations envers ce que tu fais viennent surtout d'où? Alors, ça vient beaucoup de grandes institutions comme le CNRS, par exemple. Je travaille aussi en ce moment, par exemple, avec Météo France, avec qui je travaille régulièrement. Je travaille beaucoup avec la Cité des Sciences aussi. Voilà, donc c'est plutôt ça, c'est pour la partie film institutionnel. Et ensuite, pour les documentaires que je réalise, donc là qui sont plutôt longs, c'est des demandes qui émanent d'institutions ou selon... Enfin, ça peut être, par exemple, là je parlais de l'expédition avec Jean-Louis Etienne. Là, c'était une demande de Catherine Chabot, députée au Parlement européen. Donc voilà, c'était... et d'ailleurs, sur ce film-là, je voulais pas montrer parce que c'est trop long, mais il y a un 6 minutes qui a été réalisé sur cette expédition, en attendant le 52, qui tourne là dans l'espace exposition, voilà, sur la science participative avec le plancton. Donc là, par exemple, c'était une demande de la Fondation CNRS et l'association Plancton Planète qui s'associaient pour monter cette expédition et qui m'a demandé de réaliser des films dessus. Oui, Marie. Oui, moi j'avais une question par rapport à l'implication des scientifiques, puisque effectivement on en a parlé déjà au cours de ces 2 jours. C'est pas forcément facile de faire parler des scientifiques de façon courte. Tu l'as rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Et est-ce que ils sont partants? Est-ce que la jeune génération est plus partante parce que justement elle manie peut-être aussi déjà davantage tout ce qui est réseaux sociaux et donc format court, voilà. Et voilà, comment on arrive à les impliquer pour qu'ils parlent aux plus jeunes et au plus grand nombre? Alors. Non, c'est pas évident. Il faut vraiment en fait que les scientifiques soient partie prenante et comprennent cet exercice voilà, de réduire. Pour la série Klim, par exemple, qu'on a répété sur plusieurs années, au début, je faisais des interviews un peu longues comme un documentaire. Donc du coup, le résultat était très frustrant en fait pour les scientifiques parce que finalement, ils avaient donné énormément d'informations et on n'en gardait qu'une petite partie. Donc du coup, on a adapté en leur proposant un autre exercice, c'est d'écrire en amont le script. Et donc là, il y a, en fait, tout le travail se fait en amont. Donc il n'y a pas de surprise et ensuite, c'est enregistré sur prompteur. Donc ils acceptent ou pas l'exercice en fait. Donc dans ces cas-là, ceux qui participent acceptent de le faire de cette manière. Et pour la seconde question, c'est pas forcément plus simple avec la jeune génération. Et là, à titre d'exemple, la série Deep Ice qui a été faite avec le CNRS, c'était vraiment la volonté de la responsable de la communication et justement d'impliquer tous ces jeunes. Et en fait, sur les 15, certains étaient très très moteurs et même maîtrisaient beaucoup mieux que moi les codes, par exemple des vidéos YouTube ou TikTok, etc. Donc ils avaient vraiment une facilité à utiliser le média vidéo. En revanche, d'autres étaient beaucoup moins disponibles parce qu'on faisait des rendez-vous visio réguliers et ne voulaient pas du tout participer à cet exercice de communication. Donc c'était aussi, et là dans ces cas-là, c'est vraiment une collaboration avec les équipes. Donc là en l'occurrence par exemple c'était le CNRS avec les équipes pour arriver à les motiver et sur l'importance en fait de communiquer, de transmettre ces messages. D'autres questions? Donc on peut retrouver ton travail facilement, Dorothée, sur les réseaux, un petit peu partout? Oui, sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, voilà. Et puis en site, donc j'ai un site dorothéadam.com où il y a aussi mes documentaires. Et puis le site de Inua, donc la société de production inuaprod.com. Un grand merci, Dorothée. Merci beaucoup.